Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Osons dire la vérité à l'Afrique, de Bernard Lugan. Alors, j'ai tenu compte des remarques qui ont été faites concernant l'amélioration du format. Donc le débit va être un petit peu plus lent que les fois précédentes. Et entre deux planches, j'insère un petit indicatif audio pour les gens qui écoutent sans regarder, parce qu'il y a pas mal de gens qui convertissent en MP3 et qui écoutent en MP3 comme si c'était un podcast. Donc l'indicatif audio que j'ai trouvé, vous le reconnaîtrez facilement, pas de souci là-dessus. Et c'est parti avec Bernard Lugan. Donc, osons dire la vérité à l'Afrique. Il s'agit pour Bernard Lugan de prendre l'exacte mesure de la réalité africaine afin de proposer des voies et moyens pour la modifier efficacement. En effet, l'africaniste pense que l'Afrique va mal, mais il pense aussi qu'elle peut s'en sortir. Alors d'abord, qui est Bernard Lugan ? C'est un historien africaniste, c'est un universitaire, il a été maître de conférences à l'université Lyon 3 et à l'Institut des hautes études de défense nationale. C'est aussi une personnalité politique, c'est un ancien d'Action française et il s'est défini lui-même comme un anarchiste de droite, entre guillemets, tendance mousquetaire. Ce qui me le rend immédiatement sympathique et qui lui donne une certaine crédibilité, ce sont les attaques dont il a été l'objet de la part de la bien-pensance universitaire française. Je cite là sa biographie Wikipédia. En mars 2001, Bernard Lugan est promu maître de conférences hors classe sur le contingent de l'université. Selon le rapport Rousseau, la décision provoque la colère des associations, on ne sait pas lesquelles, mais bon, des associations, et même une pétition signée par plus de 50 africanistes français, dont certains sont assez connus. Ils affirment dans la pétition « Nous nous élevons avec vigueur contre cette distinction qui est susceptible de jeter le discrédit sur l'ensemble des études africanistes en France. En effet, qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud, du Maroc ou de l'Afrique des Grands Lacs, les travaux de Bernard Lugan ne sont pas considérés comme scientifiques par la plus grande partie de la communauté universitaire. » Je ne sais pas ce que c'est la communauté universitaire, mais c'est pas grave. En revanche, à travers des articles élogieux et des interviews complaisantes parus dans Minute, Présent et National Hebdo, The Strike, ces travaux ont servi de support à des thèses défendant l'apartheid en Afrique du Sud, les fondements racialistes de l'histoire africaine et faisant l'apologie de la colonisation. Nous nous élevons donc contre cette promotion et demandons aux autorités compétentes de suspendre son application. Alors, partant du principe que, en ce début du XXIe siècle, quelqu'un qui a raté sa vie, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait traiter de fasciste, de nazi ou de toute cette sorte de choses, il est évident que Bernard Lugan, lui, a parfaitement réussi sa vie. Au moins une bonne nouvelle, et ça doit nous inciter à l'écouter. Alors, quelle est l'approche de Bernard Lugan dans cet ouvrage ? Eh bien, c'est une approche très synthétique, car en réalité, on peut dire de ce livre que c'est un quasi-manifeste. Pour un ouvrage universitaire, il est relativement peu complexe. Il y a beaucoup de notes, de renvois, mais elles sont positionnées de telle façon qu'elles ne dérangent pas la lecture du profane. Quel est l'objectif de Lugan en écrivant ce livre ? Eh bien, je crois que le plus simple, c'est de le citer. J'ouvre les guillemets. « Est-il donc possible de continuer à mentir à l'Afrique quand ces jeunes générations souhaitent un autre avenir que le mortel binôme misère et migration ? Un discours de vérité s'impose donc, mais il nécessite une remise à plat des mensonges qui, depuis des décennies, enferment le continent dans la dépendance tout en y entraînant le fatalisme. » Alors sur cette démarche, qui me paraît être celle d'un africaniste qui veut du bien aux Africains, quel regard je porte à titre personnel ? Bon, d'abord, il faut être clair, je ne connais rien à l'Afrique. Je n'y suis jamais allé et très honnêtement, je n'ai pas envie d'y aller. C'est un monde qui ne m'attire pas. Je suis un homme de l'écrit, un homme de la civilisation de l'écrit, une caricature d'homme visuel typographique pour parler comme Marshall McLuhan. Alors cette Afrique lointaine où les gens n'écrivent pas, ne lisent pas, vivent au soleil, ça m'intéresse pas beaucoup. D'un autre côté, je n'ai aucun parti pris. J'ai vu qu'il y avait des gens sur ma chaîne qui, à cause de certaines choses que j'ai dites dans certaines de mes vidéos, ont dit que, paraît-il, je détesterais les Noirs ou les Africains.
Comment voudriez-vous que je déteste des gens que je ne connais même pas? Qu'est-ce que je pense de l'Afrique a priori en ouvrant le livre de Bernard Lugan? Pratiquement rien. Le peu que j'en sais, c'est que effectivement là-bas ça ne va pas bien. J'ai lu l'ouvrage de Stephen Smith intitulé La ruée vers l'Europe et c'est lui qui m'amène à ouvrir celui de Bernard Lugan. Plus je réfléchis, plus je me rends compte en effet que notre destin à nous en Europe, que ça nous plaise ou non, va très largement dépendre de ce qui va se passer en Afrique dans les décennies qui viennent. C'est sous cet angle que je veux lire le livre de Lugan. Bien sûr, je vais résumer l'ensemble de ce que j'y ai lu, mais moi, ce qui m'intéresse surtout à travers cette lecture, c'est d'essayer de déterminer si, oui ou non, il y a réellement une solution pour l'Afrique. Alors, la première étape dans le travail de Bernard Lugan, c'est la description de la situation actuelle. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que le continent africain est au bord du gouffre, que l'afro-optimisme est un enfumage, qu'on a commis pratiquement toutes les erreurs possibles, mais qu'il y a de l'espoir puisque l'Afrique survit, alors qu'on a commis toutes les erreurs possibles. Elle conserve un grand potentiel. Sur l'idée que l'Afrique est au bord du gouffre, Bernard Lugan n'a pas besoin d'insister beaucoup. Je crois qu'il suffit de jeter un coup d'œil à une carte de l'Afrique pour se rendre compte que la situation est compromise sur une grande partie du continent. La dislocation libyenne entretient un foyer majeur de déstabilisation. L'Afrique du Sud sombre dans le chaos. Toute la bande sahélienne est enflammée. La Centrafrique a complètement explosé ou implosé, on ne sait pas. Enfin, il y a une espèce de trou noir là qui s'est creusé au milieu de l'Afrique. La République démocratique du Congo est en coma dépassé. En fait, l'Afrique apparaît aujourd'hui comme une espèce d'océan de misère duquel surnagent quelques îlots pétroliers et miniers. En 2000, les objectifs du millénaire pour le développement avaient été adoptés. Ces objectifs prévoyaient une diminution de moitié de la pauvreté en Afrique pour 2015, ce qui supposait un taux d'investissement de 25% et un taux de croissance de 7% annuel. En fait, le taux d'investissement réel a été plus proche de 18%, et quant au taux de croissance de 7%, il n'a été atteint que pour 10 pays sur 52. Sur ces 10 pays qui ont atteint l'objectif de développement en termes de croissance, 8 sont fragiles pour des raisons politiques. La Libye, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Éthiopie, la Sierra Leone, le Mozambique et le Malawi. Dans certains cas, les statistiques qui ont permis optiquement d'atteindre les objectifs ont été bidonnées. Par exemple, Bernard Lugan fait remarquer qu'en Libye, on nous annonce une croissance de 7% en 2013, ce qui, vu l'état du pays, soulève quand même quelques questions. Il fait aussi observer qu'en Rwanda, la croissance est réelle, mais qu'elle repose en grande partie sur le pillage des ressources du Congo voisin. Alors comment expliquer que dans ce contexte, on voit fleurir un discours afro-optimiste, un enfumage, pour parler comme Bernard Lugan? Eh bien, il s'agit essentiellement d'attirer les investisseurs. Il y a une sorte de complicité entre certaines classes dirigeantes africaines et certaines organisations internationales pour essayer de faire croire que l'Afrique décolle. On peut lire ici ou là que selon la BAD, la Banque africaine de développement, entre 2,2 et 20 dollars par jour, un Africain appartient à la classe moyenne. Alors sur cette base, la BAD estime qu'il y a 370 millions d'Africains dans la classe moyenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dans la classe moyenne quand on a 2,2 dollars par jour pour subsister? C'est une plaisanterie. Si vous gagnez 60 dollars par mois, vous êtes dans la classe moyenne. Ça n'a pas de sens. Bernard Lugan estime qu'une vraie classe moyenne ayant des caractéristiques de classe moyenne, cela représente plutôt 120 millions de personnes en Afrique, en admettant que la classe moyenne commence à 4 dollars par jour, ce qui, vu le coût de la vie et les standards africains, est peut-être acceptable, mais que si on considère que la vraie classe moyenne, ça commence à 10 dollars, ce qui correspond plus à la vision de quelqu'un comme Stephen Smith, pour qui la classe moyenne, c'est d'abord des gens qui ont les moyens et le temps de s'investir en politique, eh bien à ce moment-là, il ne reste que 70 millions de personnes sur tout le continent. Et pendant ce temps-là, 850 millions d'Africains sur 1,1 milliard vivaient dans la pauvreté en 2013. Alors pour cacher cette réalité, les afro-optimistes tirent des chiffres de leur contexte et les jettent en pâture au public en se disant « ça va bien sonner ». Par exemple, on nous met en avant que chaque année en Afrique, 400 000 nouvelles sociétés sont créées par des entrepreneurs.
Le problème, c'est que rien qu'en France, c'est 550 000. Ou encore, on nous dit que l'Afrique est attractive pour les investissements étrangers parce qu'elle en a attiré 50 milliards en 2013. Le problème, c'est qu'au niveau mondial, il y a 1350 milliards d'investissements étrangers chaque année. Donc 50 sur 1350, c'est pas beaucoup. Ces deux exemples sont tirés d'un article de Nicolas Baverez paru dans Le Point du 7 août 2014. Si on s'intéresse maintenant à la réalité, si on dissipe l'enfumage de l'afro-optimisme, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, la démographie africaine apparaît comme complètement hors contrôle. Bernard Lugan cite le président nigérien Mamadou Issoufou, qui a révélé dans un entretien à Jeune Afrique qu'un sondage dans son pays avait indiqué que, tenez-vous bien, les Nigériennes souhaitent avoir en moyenne 9 enfants et leurs maris 11. En fait, ce qui se passe, c'est que la surpopulation n'a pas du tout été intégrée dans les schémas comportementaux des Africains. Fait unique au monde, même l'urbanisation n'entraîne pas en Afrique de baisse de la fécondité. Alors qu'est-ce que ça implique en termes de croissance de la population ? J'ai relevé quelques différences entre les chiffres estimés par Bernard Lugan et ceux donnés par Stephen Smith. En gros, il y a deux différences. D'abord, pour Lugan, l'essor démographique africain a en fait commencé un peu plus tôt que pour Smith. Dès le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a un début de croissance démographique d'après Lugan, ce qui n'est pas le point de vue de Stephen Smith, mais je n'entrerai pas dans ce débat, je relève simplement la différence. D'autre part, Bernard Lugan parle d'une croissance démographique qui amène le continent africain à multiplier sa population par 2 tous les 20 ans, là où Stephen Smith parle d'une croissance qui amène une multiplication par 2 tous les 30 ans. J'ai l'impression qu'en l'occurrence, c'est Stephen Smith qui a plutôt raison, mais je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste. Il est vrai que une autre divergence vient sans doute du fait que Bernard Lugan remet en cause les projections officielles, car il estime qu'elles ont été calées sur des hypothèses de réduction de l'indice de fécondité qui ne seront probablement pas avérées, puisque les hypothèses du même ordre qui avaient été formulées il y a quelques décennies se sont avérées erronées. Quoi qu'il en soit, les deux auteurs sont d'accord pour dire qu'il y a une croissance démographique phénoménale en Afrique et que c'est le cœur du problème sur ce continent, puisqu'à partir du moment où vous avez une population qui croît à une vitesse pareille, les infrastructures ne peuvent pas suivre. Autre problème, l'économie africaine est relativement anémique. La part de l'Afrique dans les échanges mondiaux est dérisoire. Elle était encore de 6% en 1980, elle est aujourd'hui à peu près de 3%, après être passée par un plus bas de 2% dans les années 90. Les investissements étrangers, qui sont déjà faibles dans l'absolu, sont en plus concentrés dans certains pays, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Nigeria, en Angola. En gros, le secteur minier et pétrolier essentiellement. Le reste du continent n'a quasiment pas d'investissement étranger. Le résultat, c'est que dans les 29 pays les moins avancés, le pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté extrême, de l'ordre de $2 par jour, est passé de 82% à la fin des années 60 à 90% aujourd'hui. Comme si ça ne suffisait pas, l'Afrique est en déficit de compétences et elle ne peut pas sortir de son déficit de compétences puisqu'il y a un vol systématique des rares élites qu'elle parvient à secréter. Le vol des cerveaux africains est facilité par l'existence de filières d'études qui semblent avoir été calculées précisément à cette fin. Les visas dans les pays riches sont plus faciles à obtenir pour des étudiants que pour des professionnels. Et en général, ils laissent quelques mois de délai pour trouver du travail une fois le diplôme obtenu. Alors Lugan s'amuse en faisant remarquer que dans certains cas, on dirait que les étudiants africains permettent surtout à des filières universitaires françaises de survivre et que certaines bourses d'études n'existent que pour permettre aux Africains de venir suivre en France des formations à Libye de ce type. Bref, c'est une filière d'immigration choisie non dite. Alors ça n'arrange pas forcément les affaires des Européens qui se retrouvent avec une concurrence sur le marché du travail, mais c'est encore beaucoup plus grave en Afrique, l'Afrique qui manque déjà de compétences et qui en plus ne peut pas se doter de nouvelles compétences puisqu'au fur et à mesure qu'elle en développe, on les lui vole. Et au final, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a en Afrique ? Eh bien, on a des États qui sont en train de se disloquer et un continent qui est menacé de somalisation générale. Alors il y a évidemment le cas de la Libye, qui est rapidement analysé par Bernard Lugan. La situation au moment où il écrit, c'est qu'il y a une opposition entre un parlement islamiste à Tripoli et un autre parlement en Cyrénaïque replié près de la frontière égyptienne et qui demande en fait une nouvelle intervention étrangère à l'époque. La situation n'a pas beaucoup évolué depuis, même si les troupes du général Haftar ont remporté quelques succès. Ce qui explique Bernard Lugan, c'est qu'en Libye, les Occidentaux ont brisé un rouage qui était le colonel Kadhafi et qui se trouvait à l'intersection des deux grandes confédérations tribales de Cyrénaïque et de Tripolitaine. Bernard Lugan nous parle aussi du Mali. Il nous explique comment ici une guerre ethnique
celle des Touaregs du mouvement national de libération de l'Azawad, qui veulent la partition du pays, s'est combinée avec une guerre djihadiste, celle du mouvement Ansar Dine, qui veut l'instauration de la charia. Alors évidemment, ça, ce sont des cas extrêmes, Somalie, Libye, Mali, mais finalement, presque tous les États africains sont aujourd'hui menacés de suivre cette voie. On a un monde à nos portes avec aujourd'hui 1 milliard d'habitants et dans une génération 2 milliards qui pourrait ressembler à une Somalie de 2 milliards d'habitants. Je vous y laisse imaginer l'ampleur du problème que ça pourrait représenter. Alors si on observe cette situation actuelle en essayant de comprendre comment on en est arrivé là, en fait ce que nous explique Bernard Lugan, c'est que l'Afrique tire un certain nombre de boulets. D'abord, il y a un manque d'autonomie générale des élites africaines et ce manque d'autonomie est concrétisé jusque dans leurs attitudes mentales profondes. L'Afrique a été pensée depuis des décennies comme un champ d'expérimentation à des utopies imaginées ailleurs. Elle n'a jamais conçu de projet pour se rendre autoporteuse. Cette absence d'autonomie intellectuelle a engendré une absence d'autonomie matérielle. La croissance africaine est très largement dépendante des prix des pétroles et des matières premières. Elle est très changeante et elle produit des revenus qui n'enclenchent pas de cycle de croissance. Il n'y a ni industrialisation ni même diversification en Afrique. Le continent survit bon an mal an en grande partie grâce à une industrie extractive, mais qui ne représente en fait que moins de 1% des travailleurs africains. De 1960 à aujourd'hui, l'Afrique a reçu environ 2000 milliards de dollars en aide publique au développement, soit une moyenne de 35 milliards par an. C'est presque autant que les investissements étrangers en réalité. Mais ça ne l'a pas vraiment aidé. Ça a probablement été en fait pervers parce que ça a déresponsabilisé certains gouvernements africains, en particulier dans les pays les plus pauvres, qui se sont positionnés en quelque sorte en gestionnaires de l'aide internationale et éventuellement des recettes extractives lorsqu'il y en avait. Dans la zone francophone, la politique de la France n'a rien amélioré, en particulier la francophonie a organisé en quelque sorte une acculturation des élites africaines qui ont été coupées de leur peuple. Le signe le plus net de cette incapacité de l'Afrique à penser un projet autonome pour un développement autoporteur, c'est ce qui s'est passé au niveau de la scolarisation. Ça, c'est très intéressant. C'est une chose que je ne savais pas du tout avant de lire le livre de Bernard Lugan. Il y a de plus en plus de diplômés africains. En 1999, il y en avait 1,6 million. En 2009, 4,9 millions. On estime qu'en 2020, il y en aura 9,6 millions. Et en 2030, 13 millions. C'est la source Organisation internationale du travail. C'est ce qui fait que certaines personnes vous disent que l'Afrique acquiert des compétences. Mais cette apparente progression cache en réalité une inadéquation profonde entre la réalité africaine et les formations. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, apparemment, d'après ce que dit Bernard Lugan, dans ce continent, dont les économies reposent encore largement sur l'agriculture en termes de production réelle, et dont le devenir dépend de l'agriculture, étant donné le problème posé par la croissance démographique, eh bien, il n'y aurait, si j'en crois toujours Bernard Lugan, pas un seul lycée agricole digne de ce nom. En fait, on surscolarise des Africains par rapport aux besoins réels de leurs économies. On les éduque comme si leur pays était une démocratie libérale, postmoderne, hyper technologique, ce qui est complètement absurde. Et je vois très bien ce qui doit se passer. Comme beaucoup d'Africains doués estiment que leur avenir ne peut se trouver qu'en Europe, ils doivent rentrer dans ces formations qui peuvent ouvrir les portes de l'Europe et ce faisant, ils ne se forment pas aux compétences qui seraient vraiment utiles en Afrique. Alors, est-ce que l'Afrique a des atouts pour compenser ces boulets ? C'est vrai que quand on lit Bernard Lugan, on se dit que des atouts, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est quand même un atout immense, des millions de kilomètres carrés de terres très fertiles, car en fait l'Afrique est très fertile. Mise en valeur, elle peut nourrir 2 milliards de personnes et même plus, probablement. Et puis bon, bien sûr, des centaines de millions de paires de bras à utiliser qui sont disponibles. Mais c'est vrai qu'à part ça, à part ce potentiel brut, il n'y a pas grand-chose. Cela dit, ce tableau général doit être nuancé pays par pays, car comme nous le rappelle Bernard Lugan, il faut parler en réalité des Afriques au pluriel. Alors dans son livre, Bernard Lugan s'attarde plus particulièrement sur 4 grands pays, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'Algérie, un pays qui pourrait bien être notre cauchemar des années 2020, et l'Afrique du Sud au bord du gouffre, la prétendue nation arc-en-ciel qui est un véritable concentré de désastres. Commençons par le Nigeria. Alors le Nigeria est un parfait exemple de fausse croissance. Jusqu'au début des années 70, l'agriculture nigériane était diversifiée et compétitive. Elle a représenté 70% du PIB et plus de la moitié des exportations. Mais au début des années 80, ces pourcentages sont tombés à 25% du PIB, avant de remonter aujourd'hui vers 30%.
En cause, à la fin des années 70, le Nigeria a fait le choix du tout pétrole pour se fabriquer en quelque sorte de la croissance apparente. Le résultat de cette brillante politique, c'est qu'aujourd'hui le pays n'assure plus du tout son autonomie alimentaire. La population croît à plus 3,5% par an et la production agricole à plus 1,5% par an. Il y a un exode rural sans industrialisation, d'où la création d'une énorme masse d'urbains regroupés en mégapoles. On a déjà analysé tout ça pour ceux que ça intéresse avec le livre de Stephen Smith, commenté sur cette chaîne, La ruée vers l'Afrique. Alors le résultat concret, évidemment, c'est que le Nigeria est extrêmement vulnérable aux fluctuations du cours du pétrole. Dans les années 90, quand les cours ont baissé, le pays était en quasi-faillite. Dans les années 2000, quand le baril est remonté, eh bien, le Nigeria a eu en quelque sorte une bouffée d'oxygène, et avec les années 2010 et le recul des prix, le pays a glissé, nous dit Bernard Lugan, vers l'inconnu. J'imagine qu'avec l'actuelle remontée des cours, le Nigeria va un peu moins mal qu'à l'époque où Bernard Lugan a écrit son livre. S'agissant de l'Éthiopie, la situation est très différente. Le pays n'a pas de pétrole, mais comme on le verra par la suite, c'est probablement en fait une chance. En Éthiopie, on assiste à l'amorce d'une croissance réelle, même si il faut relativiser ce succès parce que c'est facile de faire de la croissance quand on part de très très bas. Mais il y a une hausse des investissements, un secteur manufacturier en développement. Le pourcentage de la population vivant avec moins de 1,25 $ par jour est passé entre 2000 et aujourd'hui de 55 à 25%. Donc l'Éthiopie sort vraiment de la grande pauvreté. Elle profite de projets de barrages, ce qui pose évidemment le problème des eaux du Nil et peut lui valoir un conflit très violent qui peut aller à mon avis jusqu'à la guerre avec l'Égypte. Il est prévu de construire des centrales électriques qui pourraient faire du pays un fournisseur de la péninsule arabique en électricité. Il est prévu en parallèle une mise en valeur de très importants espaces agricoles. Le bémol, au moment où Bernard Lugan a écrit son livre, c'était l'enclavement. Et on comprend mieux quand on lit Lugan pourquoi aujourd'hui l'Éthiopie et l'Érythrée se sont réconciliés. Qu'est-ce qui explique que ces ennemis apparemment irréconciliables brutalement ont choisi de se serrer la main? Il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a beaucoup d'argent à se faire parce que l'Arabie Saoudite investit dans la zone, parce que c'est une des rares zones en Afrique où pas mal de monde pense qu'il y a de véritables investissements productifs à opérer. Certes, les Saoudiens, mais aussi les Chinois, les Indiens. Beaucoup de gens peuvent s'intéresser à l'Éthiopie, beaucoup de gens peuvent s'intéresser maintenant à la Corne de l'Afrique, d'où le rapprochement sans doute Éthiopie-Érythrée. Passons maintenant aux deux gros bébés à grands problèmes que sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Alors, le tableau que Bernard Lugan nous fait de l'Algérie est vraiment très inquiétant. L'Algérie consacre aujourd'hui le quart de ses recettes en hydrocarbures, c'est-à-dire de ses recettes à l'exportation, à importer des produits alimentaires de base. Le problème du pays, c'est que ces importations ne seront plus possibles si le prix du baril baisse trop ou si la production baisse. L'autre problème du pays, c'est qu'il y a un certain nombre d'indices qui laissent penser que la production va baisser. Alors là, c'est très difficile de se faire une opinion parce que les marchés du pétrole et du gaz naturel sont caractérisés par un très haut niveau d'intox de tous les côtés, avec des pays qui ont tendance à surévaluer leurs réserves, d'autres qui ont tendance à les sous-évaluer. On sait que les réserves politiques ne sont pas fiables du tout. On sait aussi que les grandes multinationales peuvent avoir intérêt à cacher certaines innovations technologiques. Bref, bien malin qui pourrait prévoir quoi que ce soit. Mais Bernard Lugan fait état d'une baisse de la production gazière, de rumeurs selon lesquelles les réserves du pays ont été surestimées. Il est clair que si l'Algérie passe son pic en matière de recettes d'hydrocarbures à brève échéance, et si la chute est brutale, ça va poser un très très gros problème. Au moment où Bernard Lugan écrivait, l'Algérie tournait quand même à peu près à 9000 émeutes et manifestations en 2011 pour 12 600 en 2013, un pays, nous dit Lugan, glissant dans la désobéissance civile, et un pays qui donc ne tient que parce que le pouvoir, grâce à l'argent du pétrole, entre autres, perfuse des catégories vulnérables dans une logique clientéliste. C'est ainsi qu'en Algérie, nous dit M. Lugan, le ministère des anciens combattants, avec 6% du budget de l'État, a plus d'argent à dépenser que le ministère de l'Agriculture. Les tensions sur la frontière libyenne obligent l'Algérie à des dépenses militaires considérables. Il est vrai que là, les Algériens, y compris les dirigeants algériens, n'y sont pour rien. Ça, c'est le beau cadeau que leur ont fait nos dirigeants à nous. Il n'en reste pas moins que le ministère de l'Intérieur plus le ministère de la Défense réunis, ça fait un tiers du budget national, alors que l'éducation et la recherche, ça ne fait que 12%. Alors quelles sont les raisons profondes de cet échec algérien? Pour Bernard Lugan, il y en a plusieurs. D'abord, la prétendue arabité du pays, alors que le fond de la population est berbère, et alors qu'il y a aussi une question touareg. Cette politique d'arabisation déployée par le pouvoir à Alger a heurté le pays, n'a pas du tout contribué en fait à sa
solidification. Le postulat de l'exploitation coloniale, d'où le mythe de l'unité de la population dressée contre le colonisateur français, le départ des pieds noirs qui a privé l'Algérie d'une grande partie de sa main-d'œuvre qualifiée, le choix du tout pétrole, le choix des industries dites industrialisantes qui a ruiné l'agriculture, et puis surtout, bien sûr, comme partout en Afrique ou presque, le suicide démographique, avec 2 millions d'habitants en 1850 et 38 millions en 2014, sans espoir de ralentissement, nous confirme Bernard Lugan, du fait de l'emprise de la religion. Un pays où 50% de la population a moins de 20 ans et qui est dirigé par des vieillards, avec un chômage massif des jeunes diplômés, une corruption généralisée. Alors, la situation actuellement, c'est que 2 millions d'Algériens ont émigré, dont les 3/4 en France, parmi eux beaucoup de cadres formés dans les universités des années 70-80. Qu'est-ce qui va se passer demain si le pouvoir à Alger n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale, en quelque sorte, ou disons d'acheter un minimum de quiétude, de tranquillité dans le pays? Je vous laisse imaginer la suite. Tout ça risque de nous concerner très très vite. Toute la question, évidemment, c'est de mesurer les perspectives financières algériennes. Au moment où Lugan écrivait, en 2013, l'excédent commercial de l'Algérie était tombé à 11 milliards de dollars contre 21 en 2012. En 2015 et 2016, la balance commerciale de l'Algérie a été négative. En 2016, si j'en crois le site Perspective Monde, la balance commerciale algérienne s'est établie à moins 17 milliards de dollars. Je pense que sur 2017 et surtout 2018-2019, la situation va beaucoup s'améliorer en Algérie parce que le baril remonte. Mais j'attends de voir les chiffres. Il faut voir qu'avec la croissance de la population, logiquement, la balance commerciale va structurellement se dégrader pour d'autres raisons sur d'autres secteurs, en particulier sur les biens de base et en particulier sur l'alimentaire. Alors pour faire face à cette situation de faillite latente à long terme, l'Algérie a constitué le Fonds de régulation des recettes avec 200 milliards de dollars de réserves de change au moment où Bernard Lugan écrivait. Mais Lugan signalait qu'au premier semestre 2014, le FRR, le Fonds de régulation des recettes, avait baissé de 7 milliards. Si j'en crois le site de La Tribune, en mai 2018, les réserves de change de l'Algérie s'établissaient à 90 milliards de dollars environ et il était anticipé qu'elles avoisineraient 85 milliards à la fin de 2018. Moi, quand je vois ces chiffres, je me dis que si le pétrole ne remonte pas vers des sommets qui me paraissent difficilement tenables, puisqu'on voit très bien que lorsqu'il commence à tutoyer les 100 dollars, l'économie mondiale a du mal à dégager la croissance qui permet à d'autres pays dans le monde de se sentir relativement à l'aise, eh bien l'Algérie risque d'entrer dans de très très grandes difficultés, probablement d'ici une petite dizaine d'années, je dirais, vers 2025, 2030, dans ces eaux-là. Sachant qu'évidemment ça peut aller beaucoup plus vite, puisque on a le problème de la succession de Bouteflika dans ce pays qui est quand même très instable. Sachant aussi que l'Algérie étant dans le prolongement de l'axe Iran-Syrie, qu'elle est encerclée par le Maroc et la Tunisie qui sont aujourd'hui deux bases occidentales, elle peut également être déstabilisée de l'extérieur. Décidément, il va falloir bien regarder l'Algérie dans les années qui viennent. Passons maintenant à l'Afrique du Sud. Alors la situation de l'Afrique du Sud a été résumée de la façon suivante par un monsieur Julius Malema, un leader noir sud-africain qui combat l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, au nom d'une révolution raciale. Ouvrez les guillemets, la situation est pire que sous l'apartheid. D'après ce que nous explique Bernard Lugan, il ne s'agit pas du tout d'un slogan artificiel. Non, c'est simplement l'expression d'une réalité. En fait, avec le passage du pays de l'apartheid à la nation arc-en-ciel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé une structure duale opposant les blancs aux noirs par une structure duale encore plus féroce qui oppose une partie des blancs, les blancs riches, auxquels se sont agrégés des profiteurs noirs, qu'on appelle là-bas les Black Diamonds. Eh bien, il y a donc une opposition entre ces riches blancs et noirs à des pauvres, blancs déclassés et surtout masse noire, dont le niveau de vie a considérablement baissé depuis la fin de l'apartheid. Le pays repose sur son secteur minier, mais le secteur minier est en crise. En 10 ans, de 2004 à 2014, les mines sud-africaines sont passées de 800 000 à 500 000 employés. Le 17 août 2012, il y a eu une émeute dans la ville de Marikana, à l'ouest de Pretoria. Bilan 40 morts quand la police débordée a ouvert le feu.
Ce qui est intéressant, nous explique Lugan, c'est l'origine du drame. Le syndicat officiel des mineurs, le NUM, National Union of Mine Workers, a été débordé par un syndicat révolutionnaire, l'Association of Mine Workers and Construction Union, qui accuse le syndicat officiel de collusion avec des actionnaires qui sont par ailleurs des membres importants de l'ANC. En fait, le problème général, c'est que pendant la lutte contre l'apartheid, l'ANC a promis monts et merveilles aux mineurs, mais que depuis, les pauvres, ils n'ont pas vu venir grand-chose. En réalité, vu la concurrence, les mines sud-africaines, à l'exception du platine, ne sont rentables que si elles négligent la gestion sociale de leurs travailleurs. Le naufrage, cela dit, est plus général dans le pays, un pays qui s'est endormi sur son héritage et qui ne s'est pas adapté à la concurrence mondiale. Le textile a implosé devant la concurrence chinoise. Quant aux industries mécaniques qui permettaient une relative autarcie du pays avant 1994, elles ne sont pas compétitives en économie ouverte. C'est-à-dire que le pari libéral de la nouvelle Afrique du Sud, l'alliance entre une main-d'œuvre noire bon marché et des cadres blancs compétents, le tout posé sur beaucoup de richesses naturelles, eh bien ce pari est un échec total. La production minière exigerait de gros investissements qui ne sont pas faits. Le syndicat des mineurs alliés historiques de l'ANC a une attitude trop combative, en tout cas par rapport aux normes africaines, ce qui ne permet pas à cette industrie minière d'être au niveau de rentabilité de ses concurrentes. Alors évidemment, on comprend très bien le problème des mineurs sud-africains, ils exigent tout simplement des salaires décents, les pauvres. Il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où le système mondialiste dans lequel ils ont été insérés en 1994 les met en concurrence avec des pays où il n'y a aucun droit social, eh bien en fait ce système va s'avérer sur le plan social probablement encore plus violent et brutal que l'apartheid. Tout ça est logique. Les cadres blancs de leur côté, qui sont de plus en plus chassés par la discrimination inversée, quittent le pays. Un pays qui tombe, il faut le dire en plus, dans l'insécurité galopante et le surfiscalisme. Il y a 5 millions de Sud-Africains en majorité blancs qui payent des impôts et il y en a 17 millions qui reçoivent des prestations. Ce n'est pas les blancs en général. En matière agricole, les interventions de l'État ANC ont poussé les fermiers blancs à mécaniser, ce qui a détruit des emplois dans les zones rurales et a accentué la migration interne vers les villes. Le nombre de fermiers blancs indépendants a, dans le même temps, été divisé par 2. Ils ne sont plus que 35 000. Les fermiers sont exposés au risque de nationalisation des terres et en plus ils subissent une campagne d'assassinat qui a provoqué plusieurs milliers de morts. L'État ANC ne peut pas redresser cette économie moribonde parce que ça supposerait des choix de gestion douloureux qui entraîneraient une révolution sociale. Il se réfugie donc dans la dénonciation du bouc émissaire blanc. Mais le problème c'est que s'il va trop loin, il va faire complètement fuir les blancs. Et à ce moment-là, il n'y aura plus personne pour faire tourner l'économie. Là encore, l'arrière-plan évidemment de ce désastre, c'est le suicide démographique. De 1899 à 2013, la population de l'Afrique du Sud est passée de 3 à 53 millions d'habitants. Dans le même temps, le pourcentage de la population blanche est passé de 22 à 9%. Alors la situation des blancs sud-africains est très préoccupante d'une manière générale dans ce contexte. Ils subissent en fait une sorte d'apartheid à rebours. En novembre 1999, le président Thabo Mbeki parlait d'eux comme d'une classe dirigeante étrangère et les a menacés ouvertement d'un soulèvement racial. La Commission sud-africaine des droits de l'homme considère que le slogan « Kill the Boer, kill the farmer » n'est pas un discours de haine, alors qu'entre 1994 et 2009, il y a eu 1127 assassinats de fermiers blancs recensés. Même Frédéric de Klerk accuse désormais l'ANC de suivre des orientations politiques dirigées contre les citoyens sud-africains sur la base de leur race. Le syndicat des travailleurs blancs Solidarity a résumé la situation dans certaines entreprises sud-africaines ainsi. Ce n'est plus de l'affirmative action, c'est du nettoyage ethnique. Donc le résultat évidemment c'est qu'entre 1994 et 2005, 800 000 blancs sont partis, 20% de la population blanche. Et depuis, les statistiques sont muettes. Les blancs sont 9%, ils acquittent 90% des impôts. Et les écoles étant devenues multiraciales, leur niveau scolaire chute. Ce qui fait que de plus en plus de familles blanches s'en vont pour ne pas avoir à mettre leurs enfants dans ces écoles qui n'en sont plus. C'est un désastre absolu. La soi-disant nation arc-en-ciel démontre simplement l'existence du multiracisme, c'est-à-dire du racisme dans tous les sens. Les élections du 7 mai 2014 en Afrique du Sud ont été, nous dit Bernard Lugan, complètement raciales. Les Noirs ont voté pour les partis noirs, les Blancs, les Indiens et la majorité des Métis ont voté pour la Democratic Alliance. Le transfert des terres des fermiers blancs aux fermiers noirs, s'il a lieu, a toutes les chances de provoquer en Afrique du Sud exactement les mêmes résultats qu'au Zimbabwe. Une chute des rendements qui s'explique très facilement parce que les hauts rendements d'une partie de l'agriculture sud-africaine viennent du fait que c'est une
agriculture industrielle mécanisée avec une irrigation massive, mais les coûts et la technologie d'une telle agriculture supposent de grandes exploitations, des investissements et un savoir-faire spécifique. À la fin des années 90, l'ANC a pour cette raison renoncé à son objectif de redistribution des terres et elle vise désormais plutôt un partage entre les fermiers et leurs employés, mais un partage entre des gens dont certains tuent les autres, moi ça me laisse assez dubitatif, je dois dire. Alors, ce qui explique ce désastre africain général, c'est aussi, en grande partie, nous dit Bernard Lugan, qu'en fait, on a proposé de l'extérieur des solutions à l'Afrique et que ces solutions, en général, étaient totalement à côté de la plaque. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne comptent pas sur les Africains, ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Il faut dire qu'on ne les y aide pas à compter sur eux-mêmes. Alors, dans un premier temps, ne comptant pas sur eux-mêmes, ils ont essayé de compter sur le pétrole. 8% des réserves connues sont situées en Afrique. C'est un pétrole dont l'exploitation est souvent assez coûteuse, ce qui veut dire que dans beaucoup de pays africains, pour que les revenus du pétrole soient intéressants, il faut que le prix du baril soit quand même assez élevé. Ce pétrole relativement coûteux a été néanmoins bien développé à une certaine époque, parce qu'au moment où les Américains et les Européens ont craint d'en manquer, le golfe de Guinée était vu comme une alternative au pétrole moyen-oriental. Dans cette zone, le pétrole est offshore, donc il est assez facile à isoler des tensions régionales, et il y a eu un investissement massif américain dans le golfe de Guinée et son arrière-pays, donc jusque dans la bande sahélienne, dans les années 2000, dans cette perspective. Le problème, c'est qu'à partir de 2014, avec le pétrole de schiste, les USA ont brutalement cessé d'importer du pétrole. Du coup, le Nigeria en particulier a perdu d'un coup un client qui pesait 40% de ses exportations, ce qui l'a mis en dépendance de la Chine qui est en position de force pour négocier les prix. Le pétrole africain représente à peu près le quart des importations de pétrole de l'Union européenne et le tiers de celles de la France. Pour l'essentiel, il vient du Nigeria, de la Libye, de l'Algérie et de la Guinée équatoriale. Force est de constater que ces pays ne se portent pas particulièrement bien. En fait, la manne pétrolière est une malédiction déguisée en bénédiction pour la plus grande partie des pays africains concernés. Elle n'a dopé en pratique que la corruption, le gaspillage et les pénuries. Elle a empêché la diversification de ses économies par un mécanisme très classique. Quand un pays a une rente, pétrolière par exemple, sa balance commerciale est déformée par cette rente. Donc la monnaie est surévaluée par rapport au cours qu'elle aurait si la rente n'existait pas. Quand un pays a une monnaie surévaluée, il se désindustrialise ou il échoue à s'industrialiser. C'est un mécanisme très classique, il a été très bien expérimenté en Afrique une fois de plus. Le résultat, c'est qu'en Algérie, le tout pétrolier a détruit une agriculture jadis florissante. Même chose au Nigeria, on l'a déjà vu. On a un pays comme l'Angola qui engrange chaque année plusieurs dizaines de milliards de dollars de recettes pétrolières, mais dont 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. En outre, certains pays africains ont probablement déjà passé leur pic pétrolier, la Guinée équatoriale par exemple, ce qui fait que ces pays-là vont expérimenter le double effet qui se coule de l'économie de rente. Le premier effet qui se coule, c'est pendant que tu as du pétrole, tu ne peux pas t'industrialiser. Et le deuxième effet qui se coule, c'est quand tu n'as plus de pétrole, tu n'as toujours pas d'industrie, mais en plus maintenant, t'as plus de pétrole. Cela dit, tous les pays africains n'ont pas été victimes de la malédiction de la rente. Il y a d'autres raisons. Une première raison, c'est la priorité systématique accordée à l'économie. En fait, les vrais problèmes du continent sont pour l'essentiel politiques, institutionnels et sociologiques. L'idée qu'on va résoudre les problèmes par le développement économique est une erreur complète, parce qu'en fait, c'est la résolution des problèmes politiques, institutionnels et sociologiques qui pourraient créer les bases du développement économique. Et Bernard Lugan a beau jeu de rappeler toutes les âneries qui ont pu être racontées sur cette question. Par exemple, il signale qu'avant de basculer dans l'enfer, la Sierra Leone avait un taux de croissance élevé et on la surnommait la Suisse africaine. Mais le problème, c'est qu'elle avait des difficultés politico-ethniques et pas économiques. On n'a pas voulu les voir. Résultat, la soi-disant Suisse africaine a terminé dans une guerre civile épouvantable à la fin du XXe siècle. Une deuxième raison de l'échec africain, c'est le refus d'admettre la différence. Les Occidentaux qui ont formé, modelé, influencé les élites africaines ont voulu transposer sur l'Afrique des solutions pensées et testées sur des Européens ou des Asiatiques. Mais les Africains ont une substance propre, spécifique. Le refus de considérer cette substance explique que les solutions plaquées de l'extérieur aient systématiquement échoué. Une troisième raison, qui est une
déclinaison de la deuxième, c'est l'imposition de la démocratie à l'occidental, un homme, une voix, alors que cela ne correspond pas à la structure des sociétés africaines, et ça a abouti à une dictature des ethnies majoritaires dans de nombreux pays. Et puis bien sûr, il y a cette raison fondamentale dont nous avons déjà parlé, l'ignorance du caractère suicidaire d'une démographie aussi explosive. Alors les Africains se sont entretenus dans un certain nombre d'espérances artificielles et trompeuses pour ne pas voir où ces erreurs les conduisaient. En 2000, le président sud-africain Mbeki a rédigé un plan intitulé Renaissance africaine. Bouteflika, le président algérien, a commis au même moment un Millennium African Plan. Et le Sénégalais Wade soutenait de son côté ce qu'il appelait le plan Oméga. En mars 2001, au sommet de l'OUA, l'Organisation d'unité africaine, en Libye, les dirigeants se sont entendus sur ce qu'ils ont appelé le NEPAD. Le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, reposait sur une idée générale simple, réforme structurelle contre relance des investissements étrangers. Ça a été un échec pour 4 raisons. D'abord, il y avait une certaine ambiguïté consubstantielle au projet, puisque en gros, ça consistait à dire maintenant les Africains vont se prendre en main, mais avec l'argent des autres. L'objectif était de récupérer 64 milliards de dollars d'investissements étrangers par an, ce qui paraît-il aurait rendu possible une croissance annuelle de 7%. Mais ça ne pouvait pas fonctionner parce que on espérait recourir au privé pour financer des projets d'infrastructures de très long terme, et en plus parfois dans des pays instables. Par ailleurs, le pilotage était effectué par un comité de travail relativement peu crédible. L'Afrique du Sud, un des pays les plus criminalisés du monde, était en charge de la sécurité et de la démocratie. L'Algérie, en crise et gouvernée par des corrompus notoires, était en charge du développement humain. Le Nigeria, un État mafieux, était en charge de la bonne gouvernance économique privée. Bon alors, la logique sous-jacente profonde, évidemment, c'était de culpabiliser les pays riches pour les faire payer. Sauf que la culpabilité, ça n'est pas pour les gestionnaires des capitaux privés. Lors du sommet des pays industrialisés à Kananaskis au Canada en juin 2002, les pays riches ont parlé du NEPAD. Alors on a eu droit bien entendu au grand blabla habituel, mais oui bien sûr c'est formidable, l'Afrique c'est l'avenir, on va faire un effort de notre côté, etc. Et puis la réalité tout simplement c'est que l'Afrique n'étant pas rentable, n'offrant pas les garanties requises par le capital privé, eh bien le capital privé n'y est pas allé. Entre 2007 et 2010, les investissements étrangers mondiaux ont été de l'ordre de 6 000 milliards, l'Afrique en a récupéré 300. D'ailleurs, le plus fort, c'est que les Africains eux-mêmes ne croient pas à leur continent. Depuis les années 70, au moins 400 milliards de dollars ont quitté l'Afrique, soit 2 fois sa dette, qui était de l'ordre de 215 milliards quand Lugan écrivait. Conscients du fait que leur problème était d'abord politique, les Africains ont aussi voulu se débarrasser des frontières artificielles issues de la colonisation. Mais il s'est avéré que toute remise en cause débouchait sur des drames. C'est ce qu'on a vu en Érythrée ou au Soudan du Sud. En fait, dès 1964, au Caire, l'OUA avait proclamé le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Ici, Lugan essaye de nous expliquer le problème de fond, d'après lui. En fait, dans l'ancienne Afrique, les territoires n'étaient pas bornés. Il faut voir que l'Afrique était historiquement un continent à très faible densité de population. Il y avait donc des zones tampons, souvent à faible densité. En traçant des frontières linéaires étrangères à la tradition africaine, la colonisation a provoqué 3 traumatismes. Elle a détruit l'équilibre interne des grandes zones d'élevage transhumant, elle a coupé des peuples par des lignes de partage artificielles et elle a rassemblé des ethnies émiettées dans des ensembles administratifs sans signification pour les administrés. Mais le problème, c'est que tout redécoupage va à nouveau tracer des frontières linéaires. Et comme ça ne correspond pas à la réalité profonde des enracinements africains, de toute façon, ça fera mal. On verra plus loin quelle solution Bernard Lugan propose pour sortir de ce dilemme. Les Africains se sont aussi enivrés par l'espérance que les Chinois allaient les sortir en quelque sorte de leur situation. On l'a un peu oublié, mais ils ont d'abord ouvert les portes à l'Amérique dans les années 2000. Dans les années 2000, les Américains avaient défini un axe prioritaire, le golfe de Guinée et l'arrière-zone sahélienne. Exactement comme dans les années 2010, la Chine a eu son axe prioritaire, Port-Soudan sur la mer Rouge et Lamu sur l'océan Indien. L'Amérique s'était investie significativement dans la zone pour le pétrole, comme on l'a vu. Elle a tenté, avec la fondation de l'Africom, d'organiser la sécurité dans le vaste espace sahélien, mais on peut dire que la rébellion Touareg au Mali a sonné le glas de leurs espérances. Une fois de plus, les Américains se sont plantés en essayant de former des troupes sur le terrain, puisque les commandos qu'ils avaient eux-mêmes conçus, développés, armés, entraînés pour lutter contre le terrorisme dans la région
se sont, souvent pour des raisons ethniques, retournés contre le gouvernement malien. D'après ce que dit Bernard Lugan, depuis cette expérience et compte tenu du fait qu'avec le pétrole de schiste, il se désengage du golfe de Guinée, les Américains se sont largement retirés de la zone et laissent les Français reprendre la main. Avec le retrait des Américains, les Africains ont perdu un de leurs espoirs pour sortir de la tutelle des anciennes puissances coloniales, mais comme on le sait, ils en ont trouvé un nouveau, la Chine-Afrique. En 2009, Hu Jintao, le président chinois, déclarait qu'il voulait construire un nouveau type de partenariat stratégique avec l'Afrique. Il y avait effectivement un rapprochement culturel possible entre Chine et Afrique dans le refus du modèle occidental, en particulier sur les questions relatives à l'égalité des sexes, l'acceptation de l'homosexualité, l'environnementalisme hystérique occidental, etc. Mais il ne faut pas se leurrer. En profondeur, il s'agit de tout à fait autre chose. La Chine a un besoin vital des ressources minières africaines. Elle consomme une grande partie de la production mondiale de fer, de zinc. On a vu dans la dernière vraie actualité, parenthèse, que elle a aussi beaucoup besoin de cobalt, où l'on comprend son intérêt pour le Congo. Donc la réalité de la présence chinoise, tout simplement, c'est des intérêts commerciaux. La Chine verse à l'Afrique une aide au développement assez faible, 2 milliards en 2013, contre 23 milliards à l'Occident, qui sont, il est vrai, surtout versés pour entretenir des clients afin de les faire voter de la bonne façon à l'ONU. Mais bref, la Chine investit en Afrique, mais d'après ce que dit Bernard Lugan, j'ai pas vérifié le chiffre, il me paraît un peu bas, mais bon, il a dû vérifier. Les IED africains de la Chine ne représentent que 3% de ces IED totaux dans le monde, ces investissements étrangers, pardon. Ajoutez à cela que le problème posé par la Chine à l'Afrique, c'est que son volontarisme commercial aura pour résultat la destruction du faible tissu commercial local. Au Nigeria, 80% des entreprises du textile ont fermé et en Afrique du Sud, 50%. Ce que font les Chinois, c'est qu'ils octroient des prêts à des pays africains en échange de contrats de construction et miniers. Donc la Chine ne développe l'Afrique qu'en surface et elle la réendette en profondeur. Au-delà des apparences, ce que les Chinois font en Afrique n'est pas si différent que cela de ce que les Occidentaux y ont fait ces dernières décennies. Alors la Chine affine ses méthodes, elle se concentre de plus en plus sur les secteurs porteurs parce qu'elle a été échaudée par certaines spécificités du terrain africain ces dernières années. Elle préfère les pays stables, elle essaye de ne plus avoir à importer de main-d'œuvre chinoise pour transformer des minerais sur place parce que c'est mal perçu par les populations locales. Mais tout cela, encore une fois, n'est que de l'habillage. Fondamentalement, les Chinois ne sont pas là pour aider les Africains, ils sont là pour leur prendre leurs matières premières. Ils le font plus subtilement, semble-t-il, que les Occidentaux, mais ils le font quand même eux aussi. Alors, quelle solution Bernard Lugan propose-t-il à l'Afrique pour essayer de sortir de cette situation? Eh bien, la solution qu'il propose est la suivante. En substance, il dit que l'Afrique peut s'en sortir, mais en changeant complètement de point de vue. Elle doit se rendre maîtresse d'elle-même, elle doit apprendre à compter sur elle-même, et d'ailleurs, les nouvelles technologies lui en offrent une occasion historique. Les vraies solutions, nous dit Bernard Lugan, ne doivent pas permettre le démarrage de l'Afrique, mais donner les moyens à l'Afrique de le définir par elle-même. Il ne faut pas lui imposer une voie vers le développement, mais la laisser libre de définir sa propre voie. Pour cela, il y a 3 axes à suivre, 3 conditions nécessaires à remplir. D'abord, il faut contrôler la démographie, parce que tant que l'Afrique aura une démographie aussi explosive, elle n'ira nulle part. Tout simplement, la population croît plus vite que les infrastructures. Donc ça ne peut pas s'améliorer. Il faut redéfinir l'État, ou plus exactement, il faut le définir, il faut définir ce que c'est qu'un État en Afrique. Et puis, il faut sortir du binôme culpabilisation-victimisation. Alors commençons par le problème démographique. Bernard Lugan nous explique que les colonisateurs ont débarrassé les Africains de la lèpre, de la rougeole, de la maladie du sommeil, du choléra, de la variole, de la typhoïde, et que le résultat a été une explosion démographique monstrueuse. Alors j'ai déjà parlé sur cette chaîne, bien sûr, de Stephen Smith, qui fait le même constat. J'ai aussi parlé, soit dit en passant, de John Rushton, et de ce qu'il a expliqué concernant le fait que certains peuples, compte tenu des conditions objectives, climatiques en particulier dans lesquelles ils se sont développés, ont choisi des stratégies de perpétuation par de la démographie explosive, parce que quand vous êtes dans un milieu où vous savez que la mortalité infantile va être très élevée et où vous savez que c'est relativement facile de se nourrir, mais en revanche périodiquement il peut y avoir des épidémies extrêmement violentes, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous faites beaucoup d'enfants. Je n'y reviens pas, je renvoie les viewers que ça intéresserait
à ma note de lecture sur John Rushton, ils la trouveront sur la chaîne. En tout cas, ce que nous dit Bernard Lugan, c'est qu'entre 1960 et 2010, je cite ces chiffres, la population africaine a progressé de plus 110%. Je crois que c'est un peu plus que ça en réalité, mais peu importe. Et la production agricole, nous dit-il, de plus 45%. Je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais en tout cas, c'est les chiffres qu'il donne. Ce qui est certain, c'est qu'en 1960, l'Afrique exportait des denrées agricoles et qu'aujourd'hui, elle est très 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 nettement importatrice nette. En 2002, nous dit Bernard Lugan, 30 pays africains sur 52 connaissent une crise alimentaire. La famine touche depuis longtemps le Sahel et la Corne de l'Afrique. Elle s'étend désormais dans l'Afrique australe, vers le Lesotho, le Mozambique, le Swaziland, la Zambie, le Zimbabwe. Alors, c'est en partie de la faute des Africains parce que dans les années 60, à l'époque où ils étaient confrontés au problème de la famine, beaucoup de pays d'Asie, l'Inde en particulier, ont lancé une révolution verte et ils ont consacré, si nécessaire, 20% de leur budget à l'agriculture. En Afrique, il a fallu attendre les années 2000 pour que certains États se décident à y consacrer péniblement 10%. Le problème, c'est que maintenant, on est dans le désastre, un désastre qui risque d'être auto-amplificateur parce qu'il va provoquer des crises politiques et migratoires qui, en déstabilisant certains pays, les empêcheront de prendre les mesures adéquates pour le développement de leur agriculture. Et on a un continent entier qui pourrait basculer dans une crise alimentaire sans précédent historique. Alors ce que ne dit pas Bernard Lugan, parce que à mon avis ça lui ferait de la peine de le dire en quelque sorte, c'est qu'en fait le problème démographique africain, il risque fort de trouver sa solution au moment de cette crise alimentaire. Comme je vous le disais à propos du livre de Stephen Smith, un certain nombre d'institutions, en particulier les églises chrétiennes, ont voulu que les Africains ne suivent que les modes de régulation naturelle de la population. Pour les curés, ça veut dire l'abstinence avant le mariage, mais dans la réalité, ça veut dire la guerre, la famine et la maladie. Et ben, c'est exactement ce qu'ils vont avoir. Voilà. Donc ça, Bernard Lugan ne le dit pas, parce que je pense qu'il aime les Africains, mais moi, je n'ai rien contre eux, ni rien pour eux, et je le dis franchement, à mon avis, ce qui va se passer concrètement, je m'en réjouis pas naturellement, mais ce qui va se passer concrètement, c'est que la démographie africaine va trouver ses régulateurs naturels, la guerre, la famine et la maladie. Ce qu'il faut espérer, c'est que les Africains en tireront les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire qu'ils sauront adapter leurs schémas comportementaux à des sociétés où la mortalité infantile est retombée beaucoup plus bas que ce qu'elle était avant. Cela dit, passons à des considérations plus positives. Une autre condition nécessaire pour que l'Afrique puisse enfin se définir, c'est de fonder l'État en Afrique. Et là, Bernard Lugan est très intéressant quand il nous explique qu'il faut comprendre l'esprit de l'Afrique. Il y a, nous dit-il, une différence fondamentale entre l'Occident et l'Afrique. En Occident, on a des sociétés individualistes où la vie politique est organisée sur la base des convictions des individus, avec des partis qui transcendent les différences culturelles, avec une légitimité politique qui est fondée sur l'addition des suffrages individuels. En Afrique, tout ça, ça n'existe pas. On a des sociétés communautaires, hiérarchisées et solidaires, pour lesquelles une nation n'est pas formée par des individus mais par des groupes, dans lesquels le principe one man, one vote se transforme spontanément en recensement ethnique. Alors cette réalité ethnique de l'Afrique a été superbement ignorée par une bonne partie des africanistes français. En cause, nous dit M. Lugan, l'influence, je cite, d'une coterie marxiste qui a transformé l'étude de l'Afrique en discipline militante et décidé d'évacuer purement et simplement de la réflexion tout ce qui est étranger à une conception étroitement matérialiste de l'histoire, au point de réputer, contre les preuves les plus évidentes, que l'ethnie était une création de la colonisation, alors que la colonisation a tout au plus nommé une réalité préexistante. Pourquoi ce genre d'élucubration a-t-il droit de citer ? Eh bien, tout simplement parce que des intérêts géopolitiques objectifs peuvent les utiliser. Par exemple, lorsqu'il faut soutenir Alassane Ouattara, l'homme du FMI et de la Banque mondiale, contre Laurent Gbagbo, défenseur d'une identité ivoirienne appuyée sur des réalités ethniques, l'argument universaliste permet de ne pas voir qu'en réalité Ouattara est lui-même en grande partie appuyé sur des intérêts locaux ethniques. Si je résume et si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Ça explique évidemment les problèmes de M. Lugan avec une partie des universitaires français. Bref, quoi qu'il en soit, ce que dit Bernard Lugan, c'est que l'impact concret de la démocratie en Afrique, c'est que ou bien les ethnies subsistent à travers le one man, one vote, et c'est la dictature de l'ethnie majoritaire, donc la révolte des minoritaires, donc la guerre civile, ou bien elles explosent, mais ça ne crée pas une masse individuée sur le modèle occidental, ça provoque une régression vers le tribalisme et donc vers le chaos. Parce que, en réalité, en Afrique, l'ethnie, c'est le moyen d'agglomérer autour de paramètres à caractère culturel et linguistique un ensemble de tribus et de clans.
Donc quand on détruit l'ethnie, on ne va pas retrouver en dessous des individus comme en Occident, on va retrouver des tribus, des clans, c'est-à-dire des donnes purement génétiques et biologiques. Dans un premier temps, l'Afrique avait essayé après les indépendances de prendre une sorte de raccourci autoritaire pour briser les ethnicismes à travers le pouvoir d'un parti unique ou d'un homme providentiel. Dans l'ensemble, ça a été un échec tout simplement parce que ce parti est devenu l'objet de l'ethnie dominante, qui était souvent une ethnie minoritaire, voire du clan ou de la tribu autour du grand homme. Le raccourci autoritaire a donc été un échec. On ne sait pas s'il serait finalement parvenu à ses fins au bout d'un certain nombre de décennies, car il a été interrompu en 1990 avec le discours de la Baule de François Mitterrand, quand l'Europe a commencé à exiger de l'Afrique qu'elle abandonne ce modèle autoritaire en échec pour passer directement à une conception européenne de la démocratie, totalement décalée par rapport aux réalités du continent. Alors comment sortir de cette situation cauchemardesque ? Eh bien, ce que nous dit Bernard Lugan, c'est que en Afrique, il nous faut concilier des frontières artificielles très difficiles à remettre en cause avec des patries charnelles qui fondent les véritables enracinements humains. Le raccourci autoritaire débouche sur la tyrannie de la minorité la mieux organisée, le diktat démocratique sur celle de l'ethnie la plus nombreuse, mais la solution existe. C'est un système de représentation par groupe, avec comme principe constitutionnel de base l'égalité des ethnies et de leur représentation, indépendamment de leur poids électoral. Un État ethnique avec présidence tournante, après tout ça existe dans certains pays, c'est très proche de ce qui se fait au Liban. Ce que Bernard Lugan suggère aux Africains, c'est d'inventer ce type de modèle pour tenir compte de leur spécificité, de la nature profonde de leur société et de leur culture. Enfin, troisième condition pour que l'Afrique puisse sortir de sa situation cauchemardesque, sortir d'abord du discours victimaire. Donc Bernard Lugan nous rappelle qu'en 2001, nous avons eu droit à la conférence de Durban, où les chefs d'État africains se sont publiquement complus dans la victimisation, et qu'à la même époque, nous avions en France la loi Taubira qui a fait de l'esclavage un crime contre l'humanité. Alors il s'amuse à rappeler la thèse d'Olivier Pétré-Grenouillot et à signaler que la traite négrière a été en grande partie organisée par les Africains eux-mêmes, car ce sont les tribus et les États esclavagistes de l'Afrique côtière qui ont été raflés des populations à l'intérieur du continent où les Européens pratiquement ne pénétraient pas. Bernard Lugan rappelle aussi que ce ne sont pas les revenus de la traite négrière qui ont financé la révolution industrielle. La contribution de la traite négrière à la formation du capital anglais est restée marginale, de l'ordre de 1,7% à son sommet en 1770. Par ailleurs, force est de constater que les pays les plus esclavagistes ne sont pas ceux qui ont décollé le plus vite. Le Portugal n'a pas fait sa révolution industrielle au XIXe siècle, alors que l'Allemagne, qui à l'époque n'avait pas de colonies, les colonies sont arrivées en Allemagne plus tard, a fait sa révolution industrielle en 1830-1840. Même constat pour la colonisation. Les pays qui ont colonisé l'Afrique ne sont pas ceux qui sont devenus le plus prospères dans l'ensemble. Les pays les plus en avance dans le monde occidental ont été les USA, la Suède et la Suisse, n'ont pas eu de colonies. Le retard relatif de la France et de l'Angleterre au XXe siècle vient des investissements à faible rendement dans les colonies. La France, nous dit Bernard Lugan, s'est ruinée en construisant en Afrique 50 000 km de routes bitumées, 215 000 km de pistes carrossables, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports équipés, 196 aérodromes, 2000 dispensaires, 600 maternités, 220 hôpitaux. Et c'est l'État en France, donc la collectivité, qui a financé tout cela, car les capitalistes se sont détournés de l'Afrique, peu rentables, sauf pour des opérations ponctuelles. Et là, je me permettrai un commentaire qui ne figure pas dans le travail de Bernard Lugan, sans doute parce qu'un membre de l'Action française ne peut pas tenir des propos de gauche, mais moi je vais le dire, puisque c'est moi et moi je fais ce que je veux. Je pense que ce que ne dit pas Bernard Lugan, c'est que la colonisation a été surtout un superbe moyen de privatiser les profits et de nationaliser les coûts. Où on comprend pourquoi Charles de Gaulle a si facilement bradé l'empire colonial. Entre 1954 et 1956, la France a acheté 360 milliards de francs d'importation de son empire. Si elle les avait achetés sur le marché mondial au prix du marché mondial, ça lui aurait coûté 310 milliards de francs. Quand le capitalisme français s'est rendu compte que non seulement c'était la nationalisation des pertes, mais qu'en plus la nationalisation des pertes fabriquait une machine qui nuisait à la compétitivité générale de l'économie française, eh bien le capitalisme français a décidé qu'il était temps d'arrêter les frais. Cela étant, Bernard Lugan ne défend pas par principe la colonisation. Je crois qu'il essaye sincèrement d'avoir un point de vue objectif. Je n'ai pas l'impression qu'il en défende le principe. Je crois même que sa pensée, d'une certaine façon, est anticoloniale, au sens où
Elle ne suggère absolument pas le maintien des logiques de la colonisation sous la forme d'un néocolonialisme, comme celui que nous connaissons actuellement. Pour Bernard Lugan, le vrai problème de la colonisation, c'est qu'elle a fait basculer l'histoire de l'Afrique hors de sa dynamique spontanée. La victoire de la caravelle portugaise sur la caravane saharienne a fait basculer le centre de gravité du continent, jusque-là situé dans la région du Sahel, vers les zones côtières. Nous avons, en faisant de l'espace atlantique une zone d'échange économique, aspiré la substance de l'Afrique, nous avons désertifié économiquement l'intérieur du continent. Ensuite, quand nous avons, avec l'abolitionnisme, mis un terme à ce système, le centre de gravité artificiel que nous avions contribué à fabriquer a implosé à son tour. Autre problème, la colonisation a cassé des dynamiques étatiques locales, brisé dans l'œuf des Prusses africaines, dit Bernard Lugan, et en profondeur, ça a modifié le rapport des Africains à l'État et à la puissance, perçus complètement comme d'essence étrangère. D'où les problèmes qu'ont aujourd'hui les Africains, les problèmes de la psychologie africaine pour penser l'État. Donc voilà, ce que dit Bernard Lugan aux Africains, en gros, c'est écoutez, vous pouvez quand même difficilement aujourd'hui encore imputer toutes vos difficultés à la colonisation, c'est fini depuis 60 ans, on vous rappelle quand même que l'Allemagne, qui était rayée de la carte en 1945, est redevenue une grande puissance économique dès 1955. L'Afrique, 60 ans après les indépendances, est toujours complètement à la traîne. L'argument de la colonisation ne permet qu'à des dirigeants africains incompétents et corrompus de masquer leurs responsabilités dans l'échec de leur pays. Il est temps de sortir de ce discours qui ne fait du bien à personne, ni aux Européens, ni aux Africains. Et la conclusion de Bernard Lugan, enfin, c'est que cette Afrique, si elle parvient à résoudre son problème démographique, à définir ce que c'est qu'un État en Afrique et à sortir de sa culture de la victimisation, elle a une carte magnifique à jouer parce que avec les nouvelles technologies, elle pourra sauter l'étape industrielle. Alors ça, c'est la thèse de Bernard Lugan. Moi, je suis assez prudent là-dessus parce que je dis que les nouvelles technologies, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce que je crois, c'est que les Africains ont un coup à jouer autour des low-techs, les technologies à basse intensité technologique. En revanche, autour de l'hypertechnologie, à mon avis, on ne peut pas réellement court-circuiter l'étape industrielle. Parce que certes, l'industrie réduit, elle est plus propre, elle consomme beaucoup moins de main-d'œuvre, peut-être à terme beaucoup moins de matières premières, mais il y a toujours une industrie, un haut niveau technologique, et ça, les Africains ne risquent pas de l'acquérir du jour au lendemain. Il faut des générations et des générations pour fabriquer les élites technologiques qui permettent d'arriver à ce niveau de complexité dans les chaînes logistiques et productives. Mais effectivement, je crois qu'ils ont un coup à jouer autour des low-techs. Alors, quel est mon avis personnel sur ce livre de Bernard Lugan? D'abord qu'il est très intéressant. Ensuite que je crois que ce livre a été écrit par quelqu'un qui aime sincèrement les Africains, parce que c'est quelqu'un, à mon avis, qui se soucie sincèrement d'eux. Et c'est là qu'on mesure bien toute la bêtise de l'assimilation qu'on peut entendre dans le discours politiquement correct entre le refus de l'immigrationnisme et le racisme. Il est très intéressant d'ailleurs de noter que Lugan défend pour les Africains un véritable droit à la différence. Et on peut se demander d'ailleurs si tous ceux qui passent leur temps à nous rabâcher que, n'est-ce pas, il faut accepter la différence, blablabla, sont eux-mêmes aussi différentialistes que Bernard Lugan, j'en doute fortement, car en fait leur acceptation de la différence ressemble surtout à une volonté de couler la différence dans un universel abstrait. La démarche de Lugan est évidemment aux antipodes, puisque lui, il reconnaît les enracinements concrets. Après, les solutions qu'il propose pour l'Afrique me paraissent être de bon sens. Je ne connais pas les Africains, encore une fois, mais j'imagine que ce sont des gens, finalement, dont les fondamentaux anthropologiques ne sont pas si différents que cela des miens. Ils sont différents quand même, mais pas tant que ça. Et je suppose que les Africains, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que ce qu'ils font bien, c'est surtout ce qu'ils ont décidé de faire eux-mêmes parce que c'était conforme à leur nature. Et je pense que la conclusion de Bernard Lugan, selon laquelle le service que nous pouvons rendre à l'Afrique, c'est pas de penser à sa place les voies de son développement, mais c'est de lui permettre de les penser elle-même, est une conclusion pleine de bon sens.
Moi, je serais partisan qu'on arrête d'aider les Africains, parce que plus on les aide, plus ils s'enfoncent. Alors peut-être on va arrêter de les aider, et peut-être que là, ils vont s'en sortir. Après, honnêtement, je ne suis pas optimiste, parce que après avoir lu Stephen Smith et Bernard Lugan, même si j'ai pas fini mon tour d'horizon de l'Afrique, loin de là, bon, c'est pas avec 2 livres qu'on peut se faire une opinion, hein. Ça me paraît quand même très mal barré. Je veux dire, bon, ils ont besoin, en gros, de faire croître leur production agricole d'à peu près 3-4% par an, puisque leur population croît à peu près à ce rythme-là. Et leur production agricole, ils arrivent jusqu'ici à la faire croître de 1,5% par an. Et combien de temps ils vont pouvoir continuer à ce rythme-là sans faire de révolution verte? Auront-ils les moyens de faire une révolution verte? Comment ça va se passer si ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique est vrai, si le Sahel se désertifie complètement? Non, je les sens pas bien partis du tout. Et à mon avis, à part quelques pays ici ou là qui ont un peu plus de possibilités que les autres, je pense que ça va très très mal se terminer leur affaire. Donc il va falloir continuer à étudier l'Afrique, parce que la question que ça pose évidemment, c'est comment ça va nous impacter nous, parce que moi je ne vais pas faire dans l'hypocrisie, hein, je ne connais pas les Africains, et je ne vais pas prétendre que je me soucie particulièrement d'eux, j'ai rien contre eux, simplement pour moi l'Afrique c'est loin, et honnêtement à ce stade ils font rien qui m'intéresse en particulier, bon, c'est pas mon problème, hein. Mon problème par contre c'est ce qui risque de se passer si ça nous impacte. Et après la lecture de Bernard Lugan, je suis encore un peu plus convaincu qu'après la lecture de Stephen Smith que ça risque effectivement de très très mal se terminer cette histoire. Alors la prochaine note de lecture va nous entraîner vers quelqu'un qui est très 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 différent de Bernard Lugan, qui est même à mon avis aux antipodes de Bernard Lugan sur bien des plans, Michel Camdessus avec Vers le monde de 2050. Vers le monde de 2050 qui va nous permettre de voir comment un mondialiste aujourd'hui imagine un agenda pour atteindre ce monde de 2050 dans les meilleures conditions possibles. Et je vous dis donc à bientôt.